Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission sur le pont d'un porte-avions chinois, le Shandong, en décembre 2019 à l'occasion de sa mise en service, célébrée en grande pompe. Objectif de la Chine de Xi Jinping, s'imposer comme la plus grande force maritime mondiale, contrer les États-Unis dans cette région stratégique de l'Indo-Pacifique, avec en ligne de mire notamment la réintégration de Taïwan, la petite Chine rebelle et démocratique. La Chine trace son chemin de puissance sur terre et sur mer, et on va voir comment, dans le domaine maritime, la Chine joue sur plusieurs tableaux à la fois. Équipement militaire, colonisation d'îlots et de récifs, exploitation des ressources, halieutiques notamment, au mépris d'un droit international de la mer que Pékin réinvente, vous allez voir, à sa guise. Sortons nos cartes. Les mers et les océans qui recouvrent la plus grande partie du globe sont régis par un ensemble de règles communément regroupées sous le terme de droit de la mer, fixé pour la première fois en 1958 par la Convention de Genève, puis remanié en 1982 par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à Montego Bay en Jamaïque. Cette convention a été signée par 168 pays. Elle distingue principalement trois types d'espaces maritimes. Les eaux territoriales, une bande de 12 000 marins, soit l'équivalent de 22 km, qui bordent les territoires des États. La souveraineté de ces derniers dans ces eaux territoriales y est quasi totale, sur l'eau bien sûr, mais également sur les fonds marins et l'espace aérien. Les navires étrangers ont toutefois un droit de passage inoffensif dans cette bande, y compris les navires militaires s'ils ne portent pas atteinte à la paix et à l'ordre de l'État côtier. Viennent ensuite les zones économiques exclusives, les fameuses ZEE, une bande de 200 000 marins, environ 370 km, bordant les eaux territoriales. Les États côtiers possèdent des droits sur ces ZEE en termes d'exploitation des ressources de la mer, de son sous-sol, mais aussi en termes de construction et de conservation. Comme pour les eaux territoriales, les États côtiers doivent garantir la libre circulation des navires, mais l'exploitation de certaines de ces ressources par des navires étrangers est soumise à autorisation et négociation. Au-delà de ces deux bandes côtières, on trouve ce que l'on appelle la haute mer, où le principe de liberté de navigation et de pêche prévaut. Alors évidemment, comme vous allez le voir, les choses ne sont pas si simples dès qu'on s'approche de certaines côtes, notamment celle de la mer de Chine du Sud, un énorme espace maritime de 3,5 millions de kilomètres carrés. Vous voyez sur la carte les limites théoriques des ZEE des États entourant la mer de Chine méridionale et des eaux internationales telles qu'elles ont été définies par la Convention de Montego Bay. Sauf que le Vietnam, les Philippines, Brunei et l'Indonésie revendiquent des ZEE plus larges du fait de leur présence sur certaines îles de la zone. La Chine, elle, remet même implicitement en cause le principe des ZEE en brandissant ses propres cartes et ses propres normes, selon lesquelles ses droits souverains s'étendraient le long d'un tracé appelé langue de bœuf ou encore carte des 9 traits. Cette zone maritime couvrirait 2 millions de kilomètres carrés, l'équivalent d'un cinquième du territoire chinois, avalant au passage les eaux internationales et une partie des ZEE des États côtiers. Cette revendication chinoise s'appuie sur une supposée antériorité historique de la présence chinoise dans la région et s'appuie sur des cartes publiées dans les années 1930 pour contrer l'installation des puissances occidentales dans la région. De nouvelles revendications s'ajouteront après la Seconde Guerre mondiale avec la publication de nouvelles cartes. Mais avec la signature de la Convention de Genève en 1958, Pékin est obligé de reconnaître la règle internationale qui veut que la terre domine la mer et que les droits souverains sur les mers découlent d'une souveraineté territoriale. Mais la Chine n'entend pas renoncer à ses ambitions maritimes. Elle va juste changer de stratégie et contourner la norme occidentale des fameuses ZEE. Elle va occuper de fait, et s'il le faut par la force, des îles et atolls de la région, majoritairement inhabitées, pour revendiquer ensuite les ZEE qui vont avec. Problème, ces îles sont revendiquées par les autres États côtiers que vous voyez apparaître. Première offensive chinoise de ce type dans les îles Paracel. En 1974, profitant du départ des Américains du Sud-Vietnam, la Chine annexe l'archipel après avoir bombardé la poignée de militaires vietnamiens se trouvant sur place.
En 1987, la Chine convoite cette fois l'archipel des Spratleys, dont certaines îles sont revendiquées ou occupées par des Vietnamiens, des Malaisiens, des Philippins, des Taïwanais et des Japonais. Prétextant une mission de surveillance du niveau de la mer sous l'égide de l'UNESCO, la Chine construit une station océanographique sur le récif de Fiery Cross, atoll dont seuls 2 rochers émergeaient à marée basse à cette époque. Ce premier coup de force sera suivi de l'annexion du récif de Johnson Sud, situé dans la ZEE Philippines, puis d'une tentative d'annexion des îles Sinko, occupées par le Vietnam. 1994, c'est cette fois au tour du récif de Mischief de passer dans le giron de Pékin. Puis en 2012, la Chine annexe de fait, en interdisant l'accès, le récif de Scarborough, un atoll appartenant aux Philippins, doté de 2 toutes petites îles, culminant à marée basse à 3 mètres d'altitude. Pour asseoir un peu plus ses revendications, la Chine va à partir de 2013 se lancer dans une entreprise démesurée de poldérisation des atolls qu'elle contrôle, notamment à Fiery Cross, au mépris de toute règle environnementale, transformant de simples rochers en véritables îles artificielles. Aéroport de 3 km de long, base militaire, complexe hôtelier, tout est bon pour justifier la souveraineté chinoise sur ces archipels et revendiquer implicitement les ZEE qui les entourent. La plupart de ces îles sont désormais des entités administratives chinoises à part entière. Elles font partie de ce que les opposants à Pékin nomment sarcastiquement la Grande Muraille de sable. En parallèle de ces occupations physiques, la Chine utilise également son importante flotte de pêche pour occuper de facto certains îlots, comme celui de Julián Felipe aux Philippines. Des pêcheurs qu'elle protège à l'aide de milices de mer et gardes-côtes. Alors évidemment, les États riverains de la mer de Chine méridionale ne sont pas restés les bras croisés face à Pékin. Seulement la puissance de frappe chinoise a fait jusqu'à présent taire toute contre-offensive militaire sérieuse. Quant au recours juridique tenté par certains comme les Philippines en 2016, il est resté sans effet. La Chine ne reconnaissant pas la juridiction internationale qui a donné raison aux Philippins et condamné Pékin. Les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale sont d'autant plus problématiques que Pékin oblige désormais les navires militaires étrangers croisant dans ces eaux à être accompagnés par des navires chinois, allant ainsi contre le droit international qui accorde, rappelons-le, le droit de passage de tous les navires dans les fameuses ZEE. Et c'est un comble quand on sait que la Chine, depuis 2015, a appuyé son formidable essor économique sur ce principe même de libre circulation des navires. Elle navigue sur tous les océans et est devenue la première nation de pêche en haute mer avec des milliers de navires sillonnant les eaux internationales. Cette volonté de contrôle de la part de Pékin sur la mer de Chine du Sud inquiète les pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi le Japon et la Corée du Sud, car la mer de Chine du Sud est une voie de passage maritime vitale pour ces pays. C'est le quart du commerce mondial qui transite par ces routes. Pékin qui pourrait par ailleurs imposer un contrôle renforcé des airs situés au-dessus de cette zone, comme elle l'a fait au-dessus de la mer de Chine de l'Est. Pourtant, les États-Unis ont déjà averti la Chine. Ils n'accepteront pas de modification du système actuel de partage de l'espace aérien en mer de Chine du Sud. Cependant, on peut s'interroger sur le choix que feront les compagnies d'aviation à l'avenir, sachant qu'elles se sont déjà pliées aux exigences de Pékin d'autorisation préalable au-dessus de la mer de Chine de l'Est, voire évitent désormais carrément de la survoler. Conséquence, au-delà des questions juridiques de fond que pose l'attitude chinoise, le comportement agressif de Pékin entraîne une militarisation accrue de la région. Les Taïwanais, qui possèdent une armée de 200 000 hommes, sont les plus concernés par l'expansionnisme chinois. Ils se contentent pour le moment d'investir principalement dans la modernisation de leurs infrastructures, tout renforcement de leur arsenal pouvant être interprété comme un acte offensif par Pékin. L'Indonésie, autre grande puissance régionale, pourtant en marge de la fameuse langue de bœuf chinoise, a considérablement renforcé sa présence sur l'archipel de Natuna, où se trouvent d'importantes réserves de gaz. Enfin, le Japon, grand rival économique de la Chine dans la région, s'est lancé dans une lourde course à l'armement depuis qu'en 2013, Pékin a publié une nouvelle carte de son espace maritime. Une carte qui inclut les îles Senkaku, appartenant au Japon, et baptisée Diaoyu par les Chinois, ce qui justifie à leurs yeux les incursions régulières de la marine chinoise dans les eaux territoriales japonaises.
Les Japonais ont réagi en créant en 2016 une 9e escadre aérienne et en plaçant 2 unités de sécurité à Amami-Oshima et sur l'île de Miyakojima en 2019. Les États-Unis sont également très présents dans la région et seul véritable contre-pouvoir à l'hégémonie chinoise. 50 000 soldats américains sont basés au Japon, principalement sur la base de Yokosuka. Ils sont également présents sur l'île américaine de Guam. Et les États-Unis ont récemment obtenu des Philippines le droit de construire des bases militaires sur le territoire philippin, renforçant leur puissance de frappe aux portes de la Chine. On l'aura compris, on constate aujourd'hui une croissance impressionnante de la puissance navale et maritime chinoise, de nature à inquiéter certains stratèges militaires occidentaux qui considèrent que l'Occident doit coûte que coûte conserver l'avantage en mer précisément pour tenir la Chine et la Russie à distance. L'Occident puissant historiquement par ses flottes, ses bases, ses possessions et par le contrôle des grandes voies de communication maritime. Mais un Occident désormais concurrencé dans ce domaine par une Chine qui ne s'encombre guère du droit international pour parvenir à ses fins, de même que la Russie de Poutine qui mène sa guerre en Ukraine dans le Donbass, mais également sur la façade maritime du pays de Volodymyr Zelensky. Il a collaboré avec nous pour la préparation de cette émission. Christophe Prazuk, vous pouvez retrouver sur le site de l'IFRI sa note « Mer de Chine et droit de la mer, le paradoxe chinois ». Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.